Bon, bonjour à tous. On va démarrer cette session sur l'outillage agile dans un environnement de développement Microsoft. Donc, on va co-animer la session à deux avec Geoffrey, ici présent. Donc ça va nous permettre de voir comment, dans un environnement avec des technologies Microsoft, on peut avoir un outillage agile et plus particulièrement pour Scrum. Donc, tout d'abord, on va remercier l'ensemble des sponsors du Scrum Day qui permettent à tous d'être présents ici. Et plus particulièrement notre société Winwise, qui est un partenaire historique de Microsoft sur ce qui est expertise sur tout ce qui est .NET et qui accompagne également depuis plus récemment les sociétés sur les méthodes agiles. Donc on va faire juste un petit sommaire sur pourquoi s'outiller. Donc les gens qui ont l'habitude de faire de l'agilité se disent peut-être avec du papier ça nous suffit, on a suffisamment d'outils, on n'a pas besoin d'outils en plus. On va essayer de voir pourquoi Team Foundation Server nous apporte une valeur ajoutée. On va déployer ça au niveau d'un scénario de test qui va nous permettre de montrer l'utilité de cet outil. Et on verra par la suite les différents outils annexes qui apportent une valeur ajoutée par rapport à Team Foundation Server. Donc le premier slide, c'est outils versus papier. Donc on a sur notre schéma, on voit que traditionnellement avec des post-it, finalement, et un Scrum Board, on arrive à gérer notre projet. Est-ce qu'on a besoin de plus? Donc, il ne faut pas voir les outils comme un remplacement du papier, mais vraiment comme une valeur ajoutée supplémentaire. C'est-à-dire, on va avoir des cas où, par exemple, on a une équipe qui est distribuée dans l'Europe ou dans le monde. Ça va être intéressant d'utiliser des outils pour pouvoir communiquer au sein de l'équipe et pouvoir partager les différents éléments de travail. On peut avoir également des outils qui vont permettre d'améliorer continuellement le produit et le code de ce produit. Donc des outils à destination des testeurs, des développeurs et de l'ensemble de l'équipe quand on est dans un contexte Scrum. Donc quand on est dans un environnement Microsoft, on a un outil de base qui est Visual Studio 2010 qui est l'environnement de développement standard pour faire du .NET et une brique supplémentaire qui est Team Foundation Server qui nous permet de gérer tous nos cycles de vie des applications. Donc c'est l'ALM Made in Microsoft. Et on verra par la suite les différents outils complémentaires qui peuvent s'intégrer à Team Foundation Server ou qui sont purement complémentaires et en supplément. Donc bonjour à tous, je vais récupérer la parole. Donc on va parler de Team Foundation Server qui est donc la brique Made in Microsoft qui va nous permettre de travailler en ALM. Donc on a un positionnement clair de TFS, donc TFS pour Team Foundation Server. Le but est de centraliser tout ce que vous pourriez faire dans le cycle de vie de votre application. Donc lorsqu'on a Team Foundation Server, évidemment on a donc un contrôleur de source qui pourrait être en open source SVN, Git, Mercurial ou tout ce qui vous passe par la tête, mais à côté de ça, on a aussi ce qu'on appelle un Work Item Tracker qui va nous permettre donc de travailler avec des tâches qui ne sont pas forcément que des tâches de type anomalie. Donc on va avoir tout ce qui est tâches, tout ce qui va être, par exemple pour l'exemple de Scrum, tout ce qui va être item de product backlog, tout ce genre d'éléments. Donc à côté de ça, on a un élément important qui est le process template qui va donc définir au sein de TFS comment se comporte le workflow, le cycle de vie de notre application, de A à Z, de bout en bout. Ça, en open source, c'est quand même assez difficile à avoir, ou alors personnellement je ne connais pas, je suis désolé. Et donc, en réalité, le positionnement de TFS, c'est juste d'englober tout ce que vous pourriez faire lors du cycle de vie de votre application. Donc, je vais reprendre donc, le contrôleur de source, tout ce qui est Work Item Tracking, le process template qui nous permet de définir le workflow, les builds. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important en agile, les builds. On va pouvoir faire de l'intégration continue, ou alors des builds manuels, des builds programmés, tout ce qu'on veut. Évidemment, des tests, qui peuvent être aussi lancés via les builds. On a aussi accès à un portail collaboratif,
qui va nous exposer donc tous nos documents, si potentiellement vous avez des documents à partager, et une suite de rapports. À côté de ça, on a d'intégrer avec Visual Studio, donc la brique plus développement lié à TFS. Donc on a la possibilité de faire de la couverture de code, de l'analyse statique, du debugging, du profiling, tout ce genre de choses. Maintenant, l'architecture de TFS, en réalité, c'est quelque chose d'assez simple. Au milieu, on a TFS, donc Team Foundation Server, qui est un serveur, qui va nous exposer plusieurs web services. À partir de ces web services, n'importe qui va pouvoir venir requêter notre serveur sur une brique spéciale du serveur. Donc par exemple, il va y avoir un web service pour le version control, donc tout ce qui est source, un web service pour tout ce qui est work item, donc nos différentes tâches, etc., etc. Donc potentiellement, c'est un produit qui n'est pas spécifique au monde Microsoft, c'est un produit que tout le monde va pouvoir utiliser. À côté de ça, donc, on va pouvoir avoir une interopérabilité donc avec Office, avec la suite Expression pour ceux qui connaissent, et on va pouvoir programmer nous-mêmes des extensions pour pouvoir dialoguer avec nos différents environnements de production. Geoffrey vous a présenté TFS et certains vont me dire TFS c'est de la LM, mais en quoi c'est de l'agilité? Donc on va voir que Microsoft positionne Team Foundation Server comme un outil agile, pas seulement, mais ça fait partie de ses capacités. Donc depuis sa première version dans Team Foundation Server 2005, on a un template de projet qui permet de faire de l'agile. Donc c'est le template MSF for Agile qu'on va détailler par la suite. Il y avait également eu des ébauches de templates pour Scrum qui s'appelait à l'époque eScrum, qui ont depuis été abandonnés, mais il y a eu un autre template qui a pris le relais, qui est le template Scrum, qu'on va voir également dans la suite de la présentation. Donc c'est vraiment un outil qui fait de la LM, mais qui est agile, et par rapport aux autres outils du marché, c'est vraiment un outil qui est un petit peu hybride, parce qu'on a vu sur le slide de Geoffrey qui couvrait pas mal de choses. Et par rapport aux autres outils agiles, on a donc des outils que j'ai mentionnés de HP notamment, qui font également ce genre de choses, mais qui couvrent pas forcément tout le cycle de vie de l'application et qui sont pas forcément adaptés dans un environnement Microsoft. Et donc on a également des outils agiles purs qui sont utilisés notamment dans les contextes Java, mais qui pareil ne couvrent pas l'ensemble des possibilités de Team Foundation Server. On va décrire les deux templates que j'ai évoqués. Donc le premier template, c'est le template MSF for Agile. Donc MSH, c'est un ensemble de méthodologies qui est prôné par Microsoft depuis 1994, je crois, qui définit en fait des guidelines pour la gestion de projet. Sous Team Foundation Server, il y avait essentiellement deux templates de base qui étaient proposés. Un template CMMI, donc pour les projets plus structurés, et un template agile pour les projets où il y a besoin d'une plus grande souplesse. Donc ce template existe, il convient pour la plupart des projets agiles, et notamment ceux qui ne sont pas forcément typiquement en Scrum. Si vous faites du Kanban ou des choses comme ça, ce template va convenir parfaitement. Donc là on a un slide qui montre les apports de l'autre template, du template Scrum. Donc Scrum V1 qui est sorti en version finale en novembre 2010, donc c'est assez récent, mais il a été bien finalisé, il comporte tous les besoins qu'on a sur des projets Scrum. Donc on voit que l'ensemble des work items qui sont disponibles sous Team Foundation Server ont été déclinés. Donc ceux qui en agile de manière générale on appelle des user stories, on va avoir des product items backlog, les tâches, les cas de test, les bugs, tout ça reste. On voit qu'on a la notion de sprint qui apparaît beaucoup plus clairement qu'une itération en mode agile. Donc, pour détailler un petit peu plus ce template, on voit qu'on a tout le vocabulaire Scrum qui a été adapté et que c'est pas uniquement le vocabulaire agile standard. On a un nouveau type de work item qui a fait son apparition, qui est le work item de type sprint. En fait, on avait déjà les notions d'itération sous Team Foundation Server. Quand on crée un template Scrum, il nous définit de base 4 releases avec 6 sprints dans chaque release. Après, on peut adapter, en créer autant qu'on veut. Mais au niveau de ces itérations, on n'avait pas de notion de temps, par exemple. Donc, il a fallu créer un nouveau type de work item qui était le type sprint, qui permet de stocker au niveau de chaque sprint la date de début, la date de fin,
et également l'objectif du sprint qui va être stocké à ce niveau-là. Et puis à la fin du sprint, on stocke également tous les éléments de la rétrospective. Donc qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, pourquoi, et comment on peut s'améliorer sur le sprint suivant. Et un ensemble de rapports qui ont été rajoutés. Donc TFS se base sur le module de rapport Reporting Services. On avait des modules standards en Agile, et donc 3 nouveaux rapports ont été rajoutés pour spécifiquement à Scrum. Donc des burn down pour le sprint et pour la release, et un rapport pour la vélocité de l'équipe. On verra ça par la suite. Donc, avant de passer au scénario, je vais vous expliquer un petit peu quel est le projet de démo qu'on va utiliser lors de cette session. Donc, c'est assez simple. On a un projet ASP.NET, donc un site web, qui contient une page de login et une page d'enregistrement d'utilisateurs. On a créé une machine virtuelle avec un TFS 2010 dessus, un contrôleur de build, etc., etc. On a hébergé notre projet ASP.NET sur notre TFS qui est sur notre VM, et donc on va essayer de dérouler un petit scénario qui serait probable lors de votre cycle de développement en Scrum. Donc, on pourrait partir du backlog, donc le fait de populer notre backlog, donc notre product backlog item, remplir nos product backlog items, grâce par exemple à Excel. Donc Excel, qui est un produit Office, est fortement lié à TFS. Enfin, on peut travailler directement avec TFS, plus particulièrement avec les work items. Et donc on va pouvoir travailler aussi avec Project. Depuis la dernière SP, on a une forte interopérabilité avec Project Server. On va pas trop rentrer dans les détails, mais vous pouvez regarder les nouveautés qu'il y a eu avec Project Server, c'est assez intéressant. Donc, ce qui est intéressant avec les produits Office, avec l'interopérabilité qui nous permet de travailler avec les work items, c'est qu'on va pouvoir gérer les work items en masse. C'est-à-dire que lorsqu'on est membre de l'équipe, lorsqu'on travaille avec notre Visual Studio, on travaille work item par work item. C'est-à-dire, je vais travailler sur une tâche qui m'incombe. Je gère ma tâche, je la mets à jour. Mais je ne travaille qu'une tâche par une tâche. Je n'ai pas la possibilité de travailler sur plusieurs tâches à la fois. Les écrans ne le permettent pas. Là, avec Excel, on va pouvoir travailler sur plusieurs tâches à la fois et mettre à jour ensuite. Donc, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous montre pas la VM, hein, c'est rien qu'un Hyper-V. Là, j'ai lancé un Excel. Et lorsque l'on a installé le petit module Team Explorer, qui est un petit module qu'on installe lorsqu'on va vouloir utiliser TFS, ça vient nous ajouter des modules dans Visual Studio, ça vient nous ajouter des modules dans les produits Office, ça vient nous ajouter des fonctionnalités liées à TFS. Donc, dans Excel, il nous rajoute un petit onglet Team, et c'est via cet onglet Team qu'on va pouvoir venir requêter les work items. Donc ici, je vais pouvoir venir chercher une liste. Donc sous Excel, on parle de liste. Là, j'ai un écran qui me permet de me connecter à un project de mon Team Foundation Server. Là, j'en ai plusieurs. J'ai choisi mon TFS de test. Dans ma default collection, je choisis mon projet. Je me connecte. Et là, il va me proposer de base certaines queries, donc certaines requêtes qui sont prédéfinies. Donc, par exemple, je pourrais venir chercher mon product backlog. Voilà, là ça charge. Et je retrouve donc mon product backlog avec mes backlog items, potentiellement mes bugs, les assignations. Je peux voir aussi si il y a des liens. Donc là, je vois que par exemple dans ce backlog item, il y a 4 tâches définies, faire les formulaires de saisie A, B, C et D. Donc ici, évidemment, je ne vois pas tous les champs qui sont présents dans mon work item de type product backlog item. Donc j'ai la possibilité, via le bouton Choose Columns, de venir rajouter les champs qui m'intéressent. Donc par exemple, je pourrais venir voir, est-ce que j'ai des liens et des attachements? Oui, il m'a rajouté une colonne ici, on me dit s'il y a des liens et des attachements ou pas. On peut faire ça autant qu'on veut. Je vais maintenant montrer une deuxième requête, qui est peut-être un petit peu plus intéressante. Je vais venir montrer un sprint backlog. Donc dans le sprint backlog, on peut voir qu'on a 2 titres, donc on a en réalité la hiérarchie. Donc on retrouve notre backlog item et on retrouve nos différentes tâches qui sont à l'intérieur de notre backlog item. Donc si on veut rajouter des éléments
on peut en rajouter. Si on veut modifier une donnée, là par exemple, il y a une tâche qui m'est assignée, je peux venir l'assigner à quelqu'un d'autre, par exemple à Jim Raynor, et si après je veux que ça soit synchronisé avec le serveur, j'ai juste à cliquer sur le bouton Publish. Ensuite, une fois qu'on a renseigné donc, notre product backlog, on aura au prochain départ de sprint une réunion avec l'équipe. L'équipe va chiffrer les différentes tâches à effectuer et le product owner, en association avec l'équipe, va donc affecter des items au prochain sprint, enfin au nouveau sprint. Donc une fois que c'est fait, chaque membre de l'équipe va pouvoir venir, va pouvoir s'attribuer des tâches et donc va travailler sur les tâches qu'il a choisies. Une fois qu'ils ont effectué leurs tâches, certaines personnes vont pouvoir être amenées à effectuer des tests. Donc là, on va rentrer dans vraiment la partie test, on rentrera dans la partie code un petit peu plus tard. Donc la partie test, c'est une partie très importante de TFS. Ils ont mis en œuvre pas mal de tests de types différents qui nous permettent donc de pouvoir tester un éventail de choses assez large via TFS. Donc les tests, à quoi ça sert? À vérifier évidemment les fonctionnalités, les performances et, très important, les non-régressions. Donc les types de tests qui sont à notre disposition, évidemment les tests unitaires, les tests web. Donc quand je parle de tests web, je parle de tests de performance, tests de charge, tests de stress, tout ça, ça va ensemble. Les tests chaînés, ce qu'on appelle les coded UI tests, c'est-à-dire que si, lors du développement, on a fait en sorte qu'on puisse utiliser les coded UI tests, on va pouvoir simuler des interactions utilisateurs, donc remplir des cases, par exemple, d'une fenêtre Windows, faire en sorte que l'utilisateur clique sur un bouton, enfin c'est une simulation, mais ça simule une interaction avec l'utilisateur. Et pour finir, les tests manuels. Donc les tests unitaires, les tests unitaires, c'est très important. Par exemple, en Agile, on va pouvoir travailler en TDD. Donc là, évidemment, sans les tests unitaires, travailler en TDD, ça va être assez difficile. Donc, les tests unitaires, on a des projets qui sont spécifiques à ça. Donc, dans notre solution, on va ajouter un projet de type test. Et dedans, on va rajouter tous nos tests unitaires. Lors des builds, on aura la possibilité de jouer tous les tests, certains tests, aucun test. C'est nous qui choisirons. Donc, là, on voit sur le slide le petit écran récapitulatif qui nous dit donc quels tests ont été passés durant le build, quels tests ont échoué donc et quels tests sont passés. De base, on travaille avec l'outil MS-Test, mais rien ne nous empêche d'utiliser NUnit ou MBUnit par exemple. On a aussi accès à un petit élément assez sympathique qui est donc la couverture de code. Donc on va pouvoir savoir, le membre de l'équipe qui effectue une tâche, après avoir effectué sa tâche, il va pouvoir voir quelle est la couverture de code par rapport à ce qu'il a effectué. Donc s'il effectue des tests unitaires en même temps que sa tâche, ou après c'est une autre tâche, il va pouvoir combien de pourcentage de couverture de code il a effectué. On a aussi un petit designer, dans le designer on voit avec des codes couleurs quelles sont les parties couvertes par les tests, quelles sont les parties non couvertes. Donc si on veut augmenter notre couverture de code, on se rend dans notre IDE, on verra quelles parties du code ne sont pas couvertes. Donc on pourra augmenter cette couverture de code. On a aussi la possibilité de voir les tests impact. Donc lorsqu'on vient en tant que membre de l'équipe modifier une méthode qui était déjà existante, par exemple, on va pouvoir savoir quels tests sont à rejouer pour vérifier que cette méthode est toujours bonne. Pour finir, on va parler des tests manuels. Donc, ce qu'on appelle test manuel, c'est un test qui n'est pas automatisable, qu'une machine ne peut pas interpréter, elle ne pourra pas interpréter le résultat. Donc, pour effectuer les tests manuels, on a accès à un outil qui s'appelle donc Test Manager, qui est dans sa version 2010, qui va nous permettre de gérer les tests de A à Z, de bout en bout. Donc, il va nous permettre de gérer les tests et aussi les étapes de test. Donc, ce qu'on appelle les shared steps en langage TFS. Il y a aussi une grosse fonctionnalité qui est l'action recording. Donc, l'action recording, ça va nous permettre d'enregistrer le test manuel et potentiellement de le rejouer. Donc, pour faire plaisir à Pascal Bello, mieux que des mots, des mots.
Là, on se connecte. Donc j'utilise ce coup-ci Test Manager. Donc Test Manager, voilà, c'est un outil qui ressemble à ça et on a deux principaux onglets en haut qui sont plan et test. Donc dans mon plan, je viens définir quels sont mes tests. Donc là, je suis parti sur un plan de test de mon sprint 1, donc le sprint qui est fini dans notre exemple de démo. Et donc on avait un back-office et un front-office. Donc dans mon back-office, vu qu'on n'a rien codé, on n'a rien mis. Dans le front-office, hop, on est venu rajouter deux tests à jouer. Donc on a un test qui va nous permettre donc de tester la page de login, l'authentification, et un test qui va nous permettre de s'enregistrer. Donc le test de login, je ne l'ai pas encore écrit, je ne l'ai pas encore joué plutôt, on va le jouer ensemble, et le test d'enregistrement, je l'ai déjà joué, et on va le rejouer. Donc lorsqu'on va vouloir jouer les tests, on va dans la partie test, cette fois-ci, on vient sélectionner le test qu'on veut jouer, et on clique sur Run. Et là, alors si je lance l'appli, sinon ça va moins bien marcher. Voilà. Je vais venir copier-coller l'adresse, si j'y arrive. Voilà. Et je vais me mettre sur une page vide, comme ça pour notre prochain test, peu importe ce qu'il y aura dedans, on sera content. Ah, merde. Merci. Voilà. Donc là, on voit la checkbox qui me dit Create Action Recording, donc il va me permettre, si je le désire, d'enregistrer mon test. Donc, je clique. Et là, je vois mes différentes étapes de test. Donc, dans mon test que j'ai défini tout à l'heure, si on l'ouvre, on va pouvoir voir que j'avais défini plusieurs étapes. Donc, naviguer vers le site, naviguer vers la page de login, s'authentifier en tant que Jim Raynor et essayer de se loguer. Donc, je vais venir ici. Zut. Je vais venir ici, rentrer l'URL du site. Il se connecte. Donc là, je vais pouvoir dire « Ok, mon test est passé ». Pourquoi? Parce que ce que j'attendais, c'était que ma home s'affiche. Ma home s'est bien affichée. Donc mon test est passé. On voit que le test manager passe directement au test suivant. Donc là, il faut que je navigue jusqu'à l'écran de login. Donc ici, je vais rentrer donc Jim Raynor. Donc là, oups, j'avais oublié de passer le test. Hop là, j'ai rentré mes informations et ma tentative de login. Je me log. Voilà, bon, là on ne le voit pas, mais on voit que je me suis bien authentifié en tant que Jim Raynor. Donc je vais dire que mon test est passé, et donc je vais pouvoir enregistrer mon test. Donc là, il est en train de processer, et je vais pouvoir sauvegarder et fermer. Donc mon test est passé, on voit que le test est passé. Si une personne vient ici, elle pourra le rejouer après. Donc pour vérifier que ça fonctionne toujours, elle pourra rejouer mon test. Donc je vais vous montrer comment on rejoue un test. Donc je le run, je le lance, pas besoin de lui dire que je vais overrider, vu que je veux le jouer, je vais pouvoir lancer le play. Et donc là, il va tenter de rejouer le test que j'ai fait tout à l'heure. Et normalement, il devrait échouer. Ok. Voilà. Donc il échoue. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, un membre de l'équipe est venu modifier le code dans le register. Il a fait en sorte que ça ne fonctionne plus. Bref, là, je me retrouve embêté. Je vois que les deux premiers tests ont passé. Là, on ne l'a pas vu à cause de la résolution, mais les deux premiers tests ont passé. Le troisième test a échoué. Donc, moi, je suis bien embêté. Je vais dire que mon test est fini, que le reste ici n'est pas passé. Voilà. Je vais pouvoir dire pourquoi c'est pas passé. Bon, là, dans le cas présent, vu qu'on n'a rien vu, je vais vous dire que je ne sais pas. Et je vais donc pouvoir, ici, via mon test manager, automatiquement créer un bug. Donc là, il m'ouvre la fenêtre de création de bug, et il m'ouvre donc une fenêtre de création de work item de type bug. Et donc ici, je vais pouvoir mettre
impossible d'enregistrer un nouvel utilisateur. Ah. Donc, en attendant, je vais l'assigner à quelqu'un. Il faut toujours au moins que ce soit assigné à quelqu'un. Donc, je vais me l'assigner à moi. Je ne suis pas obligé de renseigner tout de suite le backlog priority, ni l'effort, ni la sévérité. Potentiellement, je ne suis pas la personne la mieux placée pour le savoir. Donc, moi, je vais juste remonter mon bug. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les différentes étapes à reproduire pour essayer de reproduire le bug. Ensuite, je sauvegarde et je ferme. Et lors du prochain sprint, les gens vont requalifier les différents items à gérer dans leur prochain sprint. Et donc, elles vont pouvoir savoir si déjà elles l'effectuent dans le prochain sprint ou si elles l'effectuent plus tard. Et donc, chiffrer l'effort, la priorité et la sévérité. Donc là, on a vu tous les outils par rapport aux testeurs. Maintenant, on va se mettre dans la peau du développeur qui se retrouve avec ce bug qu'il lui a assigné. Comment il va pouvoir corriger. Donc, dans un premier temps, il a son bug avec tout le scénario qui a été créé, donc ça va être beaucoup plus facile pour lui de reproduire. Visual Studio offre différentes possibilités pour le debug. Donc on a le debug traditionnel, on peut mettre des points d'arrêt, s'arrêter à un moment de l'exécution et savoir à quel état est l'application à ce moment-là. Donc ça c'est des possibilités de debug classiques. Et on a une nouvelle fonctionnalité dans Visual Studio 2010 Ultimate qui est l'IntelliTrace. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de connaître l'état à tout moment pour des événements du passé. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui s'est bien passé auparavant, mais visuellement, mais l'erreur peut provenir de cet instant-là. Donc on peut remonter dans l'historique des événements et à partir de là, on va connaître l'état du système à ce moment-là. Donc ce qui est intéressant avec cette IntelliTrace, c'est qu'on peut demander directement au testeur via un bouton dans Test Manager de générer cette IntelliTrace. Donc le développeur va récupérer directement l'IntelliTrace du scénario qui a planté pour le testeur, il va pouvoir le repasser et voir exactement dans quel état étaient ces variables, ces événements, quels sont ces appels de méthode. Donc on a deux niveaux de paramétrage de l'IntelliTrace. Soit on enregistre que les événements, soit on enregistre également les appels de méthode. Donc ça va être plus intéressant d'avoir tout, mais ça va être également plus coûteux. Donc une des choses qu'il faut vérifier avec l'IntelliTrace, c'est la place que ça prend sur le système. Si on active tout et qu'on fait du debug régulier, on peut avoir l'IntelliTrace qui prend plusieurs gigas sur le disque, donc à vérifier de temps en temps. Donc on va rentrer plus globalement sur tous les outils pour le développeur. Donc là on a vu qu'il avait fait un bug, mais tout ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir comment globalement améliorer notre manière de coder avec Visual Studio. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'on va voir qu'à travers son propre code, on peut réussir à apprendre de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc grâce à des outils qui vont nous le dire ou grâce aux autres. Donc une notion assez chère en agilité, c'est le remboursement de la dette technique, c'est-à-dire que au niveau d'un projet, on a forcément des moments où on a des coups de bourre et on dit bon, ça on fait de manière un peu sale pour l'instant, on le corrigera plus tard. Plus tard, à un moment, cette dette, il va falloir la payer. Donc c'est là où on va pouvoir, au niveau d'un projet, choisir de faire des user stories plus techniques où on va dire si on corrige pas ça maintenant, ça va être beaucoup plus grave pour l'avenir et le code va devenir immaintenable. Donc on a des outils qui vont nous permettre d'identifier ces problèmes qu'il va y avoir dans le code, qui peuvent être voulus ou pas, et pour savoir si on les corrige tout de suite ou pas. On a également des outils qui vont nous permettre de restructurer notre code. Et la problématique, ça va être de réussir à restructurer notre application sans avoir à tout casser. Et sans avoir un risque d'avoir des régressions de partout, des pages qui fonctionnaient bien, qui ne fonctionnent plus, etc. Et globalement, on va pouvoir s'assurer de la robustesse de notre code. Donc on va commencer par une notion importante qui n'est pas forcément celle qui utilise le plus les outils, mais qui est une des plus intéressantes, qui est la revue de code. Donc la revue de code, ça va être un examen systématique du code source par une autre personne, généralement de l'équipe. Donc ça va permettre de détecter au plus tôt les bugs et les vulnérabilités. Donc
L'avantage, c'est que plus on va les détecter tôt, si on les détecte dès le niveau du code, ça va coûter beaucoup moins cher au projet que si on les détecte en phase de test ou même plus grave en production. Donc l'avantage, c'est que il y a une communication au sein de l'équipe. Les juniors et les seniors peuvent communiquer. C'est pas toujours la même personne qui fait les revues de code. Même les personnes qui font la revue de code, leur code est examiné, éventuellement par des juniors. Ça permet de partager la connaissance, de faire ressortir des choix. Pourquoi tu as fait ci, ça, je proposerais ça, et avoir finalement de meilleurs choix d'architecture qui ressortent. Et en même temps, ça permet de former les membres de l'équipe, c'est-à-dire on leur propose des choses et par la suite ils disent ah tiens ça c'est une bonne idée, je peux faire ça quand j'aurai le même genre de tâches à faire. C'est quelque chose d'assez souple parce que c'est possible de le faire également avec des équipes distribuées. On peut envisager d'avoir une équipe en Europe, une équipe aux États-Unis et qui font de la revue de code l'une de l'autre pendant la nuit pour l'autre partie de l'équipe. Donc finalement cette revue de code peut se faire avant l'intégration au code source ou après. Donc ça c'est une possibilité qu'offre Team Foundation Server. On peut choisir au niveau du checking du code source de choisir de mettre des vérifications à effectuer. Et on peut demander par exemple à ce qu'une autre personne ait vérifié le code avant l'archivage. On peut le faire également après, ça va dépendre de nos politiques de checking. Et on a un outil également qui nous permettrait de faire ça, qui s'intègre à Visual Studio, qui s'appelle Team Review. Donc qui permet à partir de code source qu'on souhaite commenter, d'avoir un échange via Team Foundation Server entre les différents utilisateurs, donc le développeur et le reviewer. On va passer à un autre type d'outil, c'est l'analyse automatique de code. Donc ça c'est un ensemble de règles qui vont permettre d'améliorer la structure du programme en se basant sur le code IL. Donc le code IL c'est le code qui est compilé une première fois. Donc en .NET en fait on a une double compilation, on a une première compilation du langage C#, VB.NET, C++, etc. un code intermédiaire, puis une deuxième compilation en langage machine qui va dépendre de la machine sur laquelle il est lancé. Donc à partir de ce code MSIL, on va pouvoir déterminer différentes choses. Donc on a un outil par exemple comme FXCOP qui va définir un certain nombre de règles qui vont permettre de dire tel pattern est pas très bon pour les performances, pour la sécurité, pour l'architecture, pour la conception, etc. Donc on va pouvoir appliquer l'ensemble des règles qui sont proposées par FXCOP ou en sous-ensemble, ou même à la main en définir des nouvelles, en désactiver, en disant celle-là je la trouve pas pertinente. Et donc on peut passer cet outil sur le code et il va nous dire ah là plutôt que de faire comparer avec string.empty, il vaudrait mieux utiliser la méthode string is null or empty. Donc des choses comme ça. Ça c'est un outil qui travaille sur le code qui est généré. On a aussi un autre type d'outil qui est par exemple StyleCop qui va travailler sur le code avant compilation. Donc là ça va, comme on travaille directement sur le code source, ça va être le même genre de règles mais qui vont plus s'orienter sur le design du code. Donc des règles sur le nommage, la maintenabilité, la lisibilité, etc. Donc toutes ces règles peuvent être appliquées au niveau du checking. On peut interdire à un développeur, à un membre de l'équipe, d'archiver du code tant que les différentes règles qui sont demandées ne sont pas appliquées. Et on a également des outils qui nous permettent d'analyser si on a du code source dupliqué, donc qui permettent de refactoriser ce code. Donc, de détecter ce code pour plus tard le refactoriser. Donc le refactoriser, en quoi cela va consister? Donc on a différentes choses. On peut s'apercevoir sur quand on fait qu'on a sur un code existant qui a vécu, dirons-nous. Il y a différentes personnes qui sont passées dessus. Il y a des règles qui ne sont pas forcément respectées. Il y a du code qui est plus utilisé. Donc on souhaite modifier la présentation du code source, supprimer ce code qui est mort, éventuellement renommer des classes ou des méthodes pour que leur nom soit plus pertinent par rapport à leur utilisation, que ce soit plus facilement maintenable. On peut avoir des modifications un peu plus structurantes, donc directement au niveau de l'algorithme, ou refondre la conception globale de l'architecture. Donc Visual Studio permet ça en standard. Il y a des outils de refactoring qui s'améliorent de version de Visual Studio en version. On a des outils complémentaires, notamment ReSharper que j'évoque ici, qui permettent également de faire ça. Donc ça va être intéressant. Il faut lier ça évidemment au test unitaire pour éviter tout problème de régression. Donc l'avantage c'est que si on a nos tests unitaires, on passe nos tests avant, ils passent, on fait notre refactoring, nos tests passent toujours. Notamment on peut regarder les tests impactés par le code qu'on a modifié.
Et si nos tests impactés passent toujours, on est plus ou moins rassuré, c'est-à-dire que le comportement qu'on a testé est toujours le même. Donc après, s'il manque des tests, on peut avoir des régressions, mais ça sera l'occasion de rajouter les tests qui manquent. Et un dernier aspect par rapport à ça, c'est l'intégration à Visual Studio de la programmation par contrat. Donc la programmation par contrat, ça consiste à définir 3 types d'assertions. Donc on peut avoir les invariants, les préconditions et les post-conditions. Donc sur une méthode, on va pouvoir définir que des choses doivent être toujours vraies au sein de la méthode, ou des conditions qu'on va vouloir vérifier avant la méthode, avant qu'elle se lance, ou après qu'elle soit lancée. Et si jamais les assertions ne sont pas vérifiées, on peut demander à ce que à la compilation ou à l'exécution que le code ne compile pas ou ne s'exécute pas. Donc il y a un outil qui permet de faire ça, qui est un outil développé par Microsoft Research, qui est maintenant disponible, qui est Code Contract. Donc il y a 2 versions selon la version de Visual Studio. Si on a une version Premium Ultimate, on peut utiliser la version Premium de Code Contract, sinon on a une version standard. Le gros avantage de la version Premium, c'est que dès la compilation, elle nous détermine que des assertions ne sont pas vérifiées. Donc l'avantage de ces assertions, c'est qu'on va par exemple pouvoir avoir une fonction division et on va pouvoir vérifier que le paramètre qu'on passe qui va être le diviseur n'est jamais nul. Donc des exemples comme ça. On a un autre outil qui peut s'utiliser en complément soit de Code Contract, soit des tests unitaires standards, qui est PEX, toujours un outil de Microsoft Research, qui va nous permettre de générer des tests unitaires. Donc PEX, il introspecte le code, et à partir du code, il essaie de déterminer quels sont les tests unitaires qui seraient pertinents. Donc par exemple, on va lui donner la fonction division à tester, il va nous tester les valeurs 0, les valeurs integer.minValue, integer.maxValue, pour chacun des 2 paramètres, et il va regarder qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça génère des exceptions, et dans ce cas-là, il va générer les tests unitaires correspondants. Donc ça va nous permettre d'avoir des tests unitaires qui sont écrits automatiquement et sur des valeurs plutôt pertinentes. Donc, on va maintenant parler d'intégration continue et plus globalement des builds. On sait que l'intégration continue est une chose importante en agilité. Donc, on a évidemment la possibilité, grâce au serveur de build lié à TFS, de faire de l'intégration continue. Donc, on configure une build. On a la possibilité de lui spécifier son mode d'exécution. Donc, si on le lance à la main, si c'est une règle intégration continue, si c'est une getCheckIn, ou si elle est programmée. Donc, on a l'intégration continue, mais on a aussi, et c'est nouveau, les getCheckIns, qui sont donc des builds, enfin qui est une build sur un projet qu'on va devoir exécuter avant de pouvoir archiver, donc avant d'envoyer un check-in. Donc, quel est l'intérêt ? C'est un peu la même chose que de l'intégration continue, sauf qu'on va essayer de limiter le nombre de builds qui vont être effectués. C'est-à-dire que si on fait une build nous-mêmes avant d'envoyer en prod, enfin avant d'archiver, excusez-moi, avant d'archiver, on va pas forcément avoir toujours la build d'intégration continue qui va se lancer. On va pouvoir faire nos tests avant avec la getCheckIn. Donc, une fois qu'on essaye d'archiver, si on a lancé la getCheckIn, on va pouvoir archiver. Si on ne l'a pas lancé, c'est-à-dire si on a fait la moindre modification sur le code, même si on a appuyé sur la touche espace dans un de nos fichiers, on va nous dire, vous n'avez pas respecté la getCheckIn, il faut que vous exécutiez cette build. On va pouvoir, au niveau des builds, avoir une intégration d'outils tiers pour les codes analysis ou pour ce genre de choses. Donc je vais vous montrer un petit peu comment se présentent les builds. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de Team Explorer, qui était le petit plugin à installer pour avoir l'onglet Team sur Excel. Il nous rajoute aussi un écran et un menu à Visual Studio. Donc là, c'est mon Team Explorer qu'on voit sur la droite. Et donc, je suis venu me connecter à mon projet Scrum Project. Donc, via ce Team Explorer, on va pouvoir venir récupérer les work items, on va pouvoir venir récupérer les documents, on va pouvoir venir visualiser les rapports. Et donc, ce qui nous intéresse dans notre cas, les builds. Donc, ici, pour l'instant, il n'y en a qu'une de définie. C'est une build de release. C'est pas ce que je voulais faire. Je fais un clic droit, Edit Build Definition. Donc, je vais voir comment est-ce qu'elle a été créée, quelles ont été ses options de configuration. Je
Je vais agrandir un petit peu l'écran. Voilà. Donc, elle a un nom, on peut lui donner une description, on peut faire en sorte qu'elle soit désactivée. Hop. Et là, on a donc le trigger. Et donc dans le trigger, c'est ici qu'on va venir définir quel est le type de notre build. Donc là, pour l'instant, elle est en manuel, parce que c'est une build de type release, donc potentiellement quelque chose qui va déployer en prod, ou alors qui va générer ce qu'on va vouloir envoyer à la prod. Donc, elle est manuelle, mais on aurait donc la possibilité de la passer en build d'intégration continue. Une fois que j'aurai sauvegardé, si je laisse cet élément-là, dès que quelqu'un va envoyer du code en archive, ça va exécuter cette build automatiquement. On a donc la getCheckIn, qui est donc la build que je vous expliquais juste avant. Donc c'est à l'utilisateur de l'effectuer, de la lancer. Par contre, s'il ne l'a pas lancée, il ne pourra pas archiver. Et pour finir, tout ce qui est programmé, donc on a souvent des nightly builds ou alors des weekly builds. Donc dans les nightly builds, on va jouer des tests un petit peu plus poussés, et dans les weekly builds, on va avoir des tests, vraiment tout le jeu de tests qui va être lancé. Comme ça, le lundi matin, on a un rapport qui arrive dans nos mails, on va pouvoir voir l'évolution de nos éléments, on va voir si tous nos tests sont passés, on va voir donc si on a eu de la régression, quel a été donc notre burn-down, tous ces éléments-là. Donc le lundi matin, l'équipe est assez contente de voir son travail réalisé, ou alors il crise un petit peu. On va définir donc le workspace sur lequel on travaille. On va définir vers quel serveur de build on va envoyer notre build. Par défaut, évidemment, à chaque lancement de build, on va pouvoir modifier cet élément. On va ensuite avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé où on va pouvoir rajouter des éléments. Donc là, on va pouvoir spécifier ce qu'on build. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on génère ? Quelles sont les sources que je vais générer. On va pouvoir lancer des tests automatiquement. Donc, plusieurs méthodes pour lancer des tests via des regex. Donc, par exemple, ici, on va prendre toutes les DLL qui contiennent le nom test. Ou alors, on va pouvoir loader un fichier de type VSMDI. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, ce sont des fichiers où on va pouvoir avoir une liste de tous nos tests qui sont présents dans notre projet. On va pouvoir cocher certains tests et donc associer ce VSMDI, qui contient donc une série de tests à jouer, à une build particulière. Donc souvent, dans les weekly builds et dans les nightly builds, c'est ce qu'on utilise. On a un VSMDI pour la nightly build et un VSMDI pour la weekly build. Comme ça, dès qu'un membre de l'équipe crée un nouveau test, on va pouvoir venir dans la définition de notre VSMDI, rajouter ou non le test, et comme ça, à la prochaine nightly build ou weekly build, elle sera automatiquement intégrée. On définit un format de sortie d'éléments, de génération, et on va pouvoir donc spécifier si on veut qu'il lance automatiquement le code analysis. Donc on peut laisser par défaut, c'est-à-dire par défaut, pour chaque projet qui est contenu dans notre solution, il va lancer le code analysis si c'était dans les propriétés actifs pour le projet. Si ça ne l'était pas, il ne va pas le lancer. On peut le forcer ou on peut dire qu'il ne l'exécute pas. Et ensuite, dans tout ce qui est avancé, on va pouvoir spécifier des éléments en plus, par exemple une private drop location, ce genre d'éléments. Pour finir, on vient donc spécifier une retention policy, donc savoir combien de temps est-ce qu'on va garder une build qui s'est correctement générée, combien de temps est-ce qu'on va garder une build qui ne s'est pas correctement générée, ce genre de choses. Une fois que les builds se sont exécutés, j'ai la possibilité évidemment de les visualiser. Donc là, je vais venir modifier mon filtre. Voilà, je vois qu'il y a eu une release qui a été lancée. Je vais l'ouvrir et donc dans cette release, on a la possibilité donc de voir quel projet a été lancé, si on avait des tests, s'il y avait des tests impactés, si on avait eu des erreurs, quel est son état. Donc ici, on voit un petit logo vert, un petit V pour valider une petite flèche. Ça veut dire que tout est passé. Potentiellement, si on avait réussi à générer le code, mais que les tests n'étaient pas passés, on aurait eu un petit logo qui nous disait, qui nous aurait expliqué qu'on avait partiellement réussi la build. Elle n'aurait pas forcément été un échec total, cuisant. Elle aurait été partiellement réussie. Et ensuite, on va donc avoir la possibilité de venir qualifier nos builds, donc dire si elles sont rejetées, ce genre de choses.
Ensuite, on a la partie documents. Donc la partie documents qui vont pouvoir contenir vos PV de recettes ou potentiellement, si vous avez par miracle des vrais cahiers des charges, ce genre de choses, vous allez avoir la possibilité de les stocker dans le portail collaboratif qui va donc avoir une partie documents qui va vous permettre d'exposer aux membres de l'équipe tous les documents liés au projet, quels qu'ils soient, avec une gestion des droits avec une granularité assez fine. Donc on va pouvoir créer des répertoires, dire oui voilà, telle personne a le droit de voir ceci, telle personne a le droit de voir cela. Et on a aussi une gestion des versions, donc qui est assez intéressante. Donc on va pouvoir voir pour chaque fichier quelles ont été les différentes versions, donc un historique, et voir qui les a modifiées. Ensuite, la dernière brique assez importante de TFS, c'est la génération de rapports. On sait que pour nos décisionnaires, les rapports, c'est quelque chose d'assez intéressant. Eux, le technique, ça leur parle pas trop. Donc si on commence à leur parler, oui, on a réussi à régler 3 work items, ce genre de choses, ils comprennent pas. Alors qu'un joli rapport avec un pouce vert ou un pouce rouge, là tout de suite, ils sont un peu plus aptes à comprendre. Donc, les rapports avec TFS utilisent donc SSRS, SQL Server Reporting Services, qui est donc une brique basée sur la suite BI de Microsoft. Donc, en réalité, les rapports tapent sur un Cubolap. Ils ne tapent pas sur les données réelles, ils tapent sur un Cubolap. Donc, avec TFS, on a 3 outils, SSIS Integration Services, SSAS Analysis Services et SSRS. Donc, IS génère des données interprétables. AS va donc nous générer un cube en 3 dimensions qui va nous permettre de requêter beaucoup plus rapidement en réalité les données et toutes les données vont être préprocessées. Donc lorsqu'on utilise un rapport, on va avoir un affichage de rapport qui est potentiellement très complexe très rapidement. Donc RS nous génère les rapports qui ont été définis dans le process template associé à notre projet sur TFS, en l'occurrence Scrum. Donc nous pré-génère ces rapports, mais on va pouvoir nous créer de nouveaux rapports, les exposer, et comme ça tout le monde va pouvoir potentiellement aller les consulter ou les recevoir dans leur boîte mail. Donc maintenant on va parler de l'ensemble des outils annexes qui peuvent être complémentaires à Team Foundation Server pour faire de l'agilité dans cet environnement-là. Donc on va commencer par Scrum for Team System, qui est un template qui est proposé par MC Consulting, donc qui est une société qui propose gratuitement ce template, qui est sorti bien avant le Scrum V1 de Microsoft. Donc il y a une alternative. Donc il y a eu des comparatifs sur le net. Bon, je les ai pas mis là, mais qui montrent les différences et les intérêts d'utiliser un process template plutôt qu'un autre. Ils ont également produit une application de tableau de bord, donc un genre de Scrum Board qui permet de visualiser les tâches en colonne de manière plus simple. Donc on a également Urban Turtle, qui est un outil développé par la société Pixis, donc qui est un plugin payant de TFS Web Access. Donc TFS Web Access, c'est l'accès web de Team Foundation Server. De la même manière que ce qu'on a vu dans Visual Studio, on a le même genre de choses. Donc on voit les work items, le code source, les builds qui sont directement paramétrables depuis cet écran web. Donc on a des nouveaux onglets qui sont offerts par Urban Turtle qui nous permettent qui enrichissent l'utilisation de Scrum avec cet outil-là. Donc c'est un plugin assez intéressant si vraiment on fait du Scrum dans cet environnement-là. Donc on va faire une petite parenthèse par rapport à Java également. Donc Team Foundation Server, on l'a vu sur nos démos, sert à héberger du code .NET, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut avoir également du code Java. Il y a donc quelque chose qui s'appelait avant TeamPrease, qui a été racheté par Microsoft, qui est un plugin pour Eclipse qui permet d'accéder à Team Foundation Server. Donc son nom officiel c'est Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010. Et ça permet de créer une passerelle entre les développements Java et les développements .NET et de vraiment utiliser le même outil avec une communauté de développeurs qui est partagée entre les deux technologies. Par ailleurs, on a parlé de Java et de .NET, mais il est possible de travailler aussi avec PHP, d'autres langages. Et je vous invite à aller regarder une session des Tech Days 2011 de Monsieur Rouchon et Monsieur Vincent Labattu, entre autres, qui ont fait une session très intéressante sur les langages autres que .NET associés à l'ALM monde Microsoft.
Donc un autre outil qu'on peut évoquer également, c'est la Teamtable, qui est une application développée par personne d'Access IT, qui est une application Scrum sur la table Surface. Donc la table Surface que certains doivent connaître, qui exploite à la fois le tactile et le multipoint. Donc ça permet, donc chaque membre de l'équipe pose sa carte sur la table. Il peut glisser, déplacer directement les post-it des tâches dans sa carte pour se les attribuer. Ils ont développé également une autre application qui est le Scrum Dashboard qui peut s'utiliser en complément de cette Teamtable. On a également Telerik que j'ai pas mentionné mais qui a développé un produit pour gérer des projets en mode agile, donc qui est payant également, qui est sorti récemment. Il y a une version gratuite. Et donc pour finir, pour ce qui est gestion des plannings poker, un petit clin d'œil, vous pouvez le faire avec des cartes, mais vous pouvez le faire aussi avec vos smartphones. Donc sur tous les smartphones, iPhone, Android, Windows Phone, il y a des applications gratuites qui permettent de gérer le planning poker. Donc ça peut être sympa de faire ça au début de chaque sprint, sachant que c'est pas grave si chacun n'a pas la même application. À partir du moment où on a les mêmes cartes et les mêmes valeurs, c'est suffisant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la session ? On vous remercie déjà tous d'être présents. Donc, vous parlez de la revue de code comme étape obligatoire avant le commit. En fait, techniquement, comment ça se passe? C'est un gated check-in qui est fait et le reviewer récupère ce check-in, ou c'est un patch qui est envoyé au reviewer, ou comment ça se passe techniquement? Alors en fait, en effet, on a parlé de revue de code. Alors potentiellement, on peut l'associer avec un gated check-in, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de règle spécifique, il y a juste une possibilité sur TFS de créer des règles d'archivage. Donc on a une case dans TFS lorsqu'on fait un check-in, donc lorsqu'on veut archiver, une case code reviewer, qui nous permet donc de rentrer le nom d'une personne qui a revu notre code, et on peut forcer l'utilisateur à remplir cette case à chaque check-in, donc à chaque archivage. Donc le code, s'il doit être fait en pré-envoi, sera fait par le code reviewer, et potentiellement le membre de l'équipe qui est développeur ou le membre de l'équipe qui est reviewer archivera avec le nom dans la case code reviewer. Ouais. Donc, par rapport à l'intégration avec les autres technologies, justement, est-ce qu'on peut plugger d'autres outils d'intégration continue avec TFS, donc à la place de l'outil de build qui existe intégré? Est-ce qu'on peut intégrer Hudson par exemple ou autre chose? Alors, directement, on va pas pouvoir intégrer d'autres outils de build. Par contre, dans les builds qu'on peut définir sur TeamBuild, sur le serveur de build, la build qu'on définit, c'est un workflow. C'est-à-dire c'est du workflow foundation, et donc on peut totalement réécrire du code spécifique dedans. Donc si vous voulez absolument appeler un autre serveur de build, vous pouvez créer un workflow qui appelle votre autre serveur de build. Mais directement, plugger avec TFS, c'est pas possible. Ouais. Merci. Moi, c'est juste pour la programmation par contrat dont vous avez parlé. C'est lié à quelle techno? C'est-à-dire, c'est pour du .NET ou on peut... Voilà. La programmation par contrat, c'est quelque chose de plus général qui s'adapte à tous les langages. Là, l'exemple que j'ai donné, c'est Code Contract qui s'adapte à du code .NET. Mais après, on pourra avoir des outils similaires sur d'autres langages. Là, on est vraiment sur un outil qui est spécifique au C#, VB.NET, etc. Mais on a le même genre d'outils sur des autres technologies. Bon bah merci à tous d'être venus, et puis je vous souhaite un bon appétit.